ça se passe, parce on n'a pas toutes le même courage, on n'a pas toutes les mêmes caractères, etc. Franchement, je suis très fière de voir comment est-ce que j'ai pu réagir. Je m'attendais pas du tout à réagir comme ça. Bon, j'ai été sa victime, mais j'ai su lui montrer qu'il me faisait pas peur. Ça va avec cette difficulté générale pour encore un très grand nombre d'hommes de nous laisser une place en fait, de nous laisser une place dans la séduction. Le Flow, avec Flo, les entretiens puissants au-delà de la résilience. Bonjour Amandine. Bonjour Florence. Amandine, nous nous connaissons depuis l'hiver 2021 seulement et parfois j'ai cette impression de t'avoir toujours connue tellement je me retrouve dans tes propos, tes désirs de création, tes projets. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en début d'année grâce à une annonce que j'ai passée pour former une équipe et depuis, tu es devenue la réalisatrice des contenus vidéo du podcast Rester dans le Flow. Pour préparer notre entretien, je me suis évidemment penchée sur tes créations, mais à chaque fois, j'en découvre une nouvelle, comme par exemple 10 petits détails que tu as créés, ce qui au départ était un compte Instagram d'ailleurs, et est devenu un espace où celles et ceux qui le souhaitent peuvent s'exprimer sur les concepts de féminité et de confiance en soi. Mais nous y reviendrons. Tu vas sur tes 25 ans et tu es sortie major de ta promo de l'école 3IS, l'Institut international de l'image et du son, en 2019. Tu es désormais scénariste et tu as l'avenir devant toi pour écrire, mais pas seulement. Ce qui t'anime vraiment depuis 2018, c'est la réalisation, la photo et le jeu de scène. Tu adores cela. Tes 2 premiers documentaires, que l'on peut retrouver notamment sur ton site web, d'ailleurs en parlant du loup, portent sur l'adoption, avec la web-série L'œil des cigognes, dont l'association La Voix des Adoptés était partenaire, que je vous recommande vivement d'aller voir d'ailleurs, chère amie auditorice. Moi j'ai trouvé les témoignages précis, touchants et sensibles à la fois, donc vraiment à voir. Et tu es partie à la rencontre de personnes comme toi, celles qui ont été adoptées, parce que tu ne voulais pas ignorer ton histoire et que tu avais ce besoin, cette force vivante d'apprendre à te connaître à travers les autres. Et le second documentaire que tu as réalisé, Intérieur, intérieur.e, lui donne la parole aux femmes, au corps des femmes. Et c'est là que le lien se fait avec Rester dans le Flow, car tu es très clair à ce sujet. Toi aussi, tu as vécu des viols. Tu es donc en phase de sublimation avec ce docu où tu abordes sous forme d'interview intimiste ce que le rapport au corps révèle des femmes et ce qu'elles peuvent subir aussi à travers lui. Au final, ce qui m'a le plus intrigué chez toi, c'est ta manière de te présenter. Tu dis être ré.alisatrice.siliente. Peux-tu nous parler de ces différents rôles que tu endosses ? Il y a celui de l'enfant adopté, donc ayant une souffrance touchant à l'abandon, la résiliente ou en cheminement dans sa résilience de la jeune femme traumatisée sexuellement, et il y a la créatrice, celle qui sublime. Donc quelle est la place de cette créatrice vis-à-vis des traumatismes qu'elle a vécus et qu'elle surmonte actuellement ? Déjà, merci pour cette présentation. Ça fait toujours bizarre d'entendre quelqu'un nous décrire et ça renvoie du coup une image que moi je ne vois pas encore, je pense. Donc pour parler un peu plus des projets, L'œil des cigognes, j'ai pu la réaliser, donc là parce que c'est une série, juste après mes études. J'avais du coup envie de créer quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi. Et puis en fait ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Il y a une amie qui m'a relayé une annonce en me disant La Voix des Adoptés recherche des personnes pour écrire des portraits. Et moi, j'ai proposé de faire des vidéos et ça s'est transformé en série documentaire. Et pour Intérieur, ça s'est fait pendant le premier confinement chez mes parents où je me suis dit j'ai envie de créer quelque chose. J'ai besoin de parler du corps des femmes parce que moi-même, j'étais face pour la première fois, on était tous du coup enfermés avec soi-même et je me suis dit le projet Intérieur a vraiment du sens pour moi parce que je suis obligée d'être face à moi-même, donc je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Et j'ai demandé à des amis de témoigner avec moi sur la vie de leur corps, en fait, enfin le parcours du corps dans tous ses états. Mais malheureusement, du coup, on est plus parti sur les traumatismes de ce corps. Et on s'est rendu compte, encore une fois de plus, que chacune de nous a vécu quelque chose de tragique vis-à-vis de son corps.
quand ça se passe, parce on n'a pas toutes le même courage, on n'a pas toutes les mêmes caractères, etc. Franchement, je suis très fière de voir comment est-ce que j'ai pu réagir. Je m'attendais pas du tout à réagir comme ça. Je pensais que j'allais bégayer, que j'allais me faire toute petite, et au contraire, j'ai su lui montrer que je serais pas sa... Bon, j'ai été sa victime, mais j'ai su lui montrer qu'il me faisait pas peur. Ça va avec cette difficulté générale pour encore un très grand nombre d'hommes de nous laisser une place en fait, et de nous laisser une place dans la séduction. Si on se révolte pas, on passe pas à autre chose comme ça. Comme plein d'espaces publics, une réappropriation est nécessaire pour qu'on puisse toutes et tous prendre le métro en toute sérénité. Et donc, j'ai créé ce site web, d'ailleurs en parlant du loup.net il y a quelques mois. J'ai eu envie de me présenter comme ça en tant que réalisatrice résiliente. Ça me permet d'avoir de la force et de me dire que je vais y arriver. Et j'ai lu aussi des petites choses sur la loi de l'attraction, comme quoi il faut dire les choses, comme ça tu les obtiens. Bon, ça a un lien un peu ridicule, mais j'aime me présenter comme ça parce que les blessures m'accompagnent au quotidien. Et j'ai pas envie de les cacher, j'ai envie de les porter avec moi, de ne pas en avoir honte. Et au contraire, je pense que aujourd'hui, on est beaucoup plus dans démocratiser les traumatismes, comme toi tu le fais avec Rester dans le flow. Traumatisme, mais aussi manque de confiance en soi, souffrance mentale. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Moi, ça me plaisait de me présenter comme ça en disant je suis pas une réalisatrice, je suis plus que ça, j'ai quelque chose à dire. Il y a de la matière. Voilà, il y a de la matière. En tout cas, c'est de la matière qui te construit aussi en tant que réalisatrice. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que je me dis, bon sang, si j'avais à 20 ans eu ce que les jeunes femmes d'aujourd'hui vous avez avec les réseaux sociaux, avec ce droit à la parole que vous vous donnez, que vous prenez, je ne sais pas comment j'aurais vécu ma résilience. J'ai tendance à dire beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que j'encourage les femmes comme toi, ou même les hommes, à aller... à prendre cette parole et en faire quelque chose à construire avec, parce que je pense que c'est peut-être 10 ou 15 ans de vie et non de survie, de gagner. Alors forcément, tu t'en rends pas compte aujourd'hui. Tu peux comparer avec toi, ton parcours de résiliente, quoi. Mais c'est ça, et surtout me dire, si à 20 ans, quand j'étais à mes cours de théâtre, quand je passais les concours de théâtre, ou quand j'étais dans des courts-métrages, ou que j'écrivais aussi des scénarios, si je ne m'étais pas sentie obligée de me cacher, parce qu'en fait, on se cachait en permanence. Complètement tabou. On était en survie et caché. Donc cette libération qui est en train de s'effectuer, elle est primordiale. Elle est juste énorme. On s'en rendra compte dans 50, 70 ans. Justement, là, on a le nez dedans. Il y a plein d'ouvrages qui sortent. Tu vois des documentaires qui parlent de ça. Et on est un peu noyé. Et je pense que les gens se disent, ouais, mais c'est un peu une vague comme ça. Elles ont besoin de s'exprimer, puis ça passera. Mais en fait... c'est que le début, quoi. Ça concerne bien plus qu'on ne le pense aussi les hommes. Que beaucoup d'hommes sont victimes ou ont été victimes. Pour l'instant, ils n'ont pas encore beaucoup pris la parole. Certains la prennent, mais c'est encore une minorité. Donc ça, dans les 100 prochaines années, je pense que c'est quelque chose qui potentiellement peut se démocratiser. Oui. Plus on donnera de droits aux femmes, et plus les femmes continueront de les prendre, plus les hommes, sur tous ces aspects-là, pourront avancer aussi et reprendre leurs droits, eux aussi. Oui, j'avais plein de questions et plein de choses en tête en ce moment. Je me disais que là, c'était peut-être le moment d'y aller, vu qu'avant, c'était vraiment... vu que j'étais une adolescente, je pensais pas trop à ça. Là, maintenant, j'ai beaucoup plus de questionnements en tête qui me viennent. Je voulais quand même que tu reviennes aussi sur la partie liée à ton adoption. Oui, c'est vrai que j'ai parlé que de l'œil des cigognes, mais pas du tout de moi. Du coup, moi, je suis née au Vietnam et j'ai été adoptée à 6 jours. Donc vraiment, c'est un cas exceptionnel. Et pareil, du côté de mes parents adoptifs, ils ont eu seulement 9 mois d'attente pour m'avoir. Donc au niveau des papiers, tout ça, tout s'est bien déroulé. Et ils ont tendance à dire qu'ils ont eu l'adoption parfaite, quoi, en 9 mois, comme l'attente d'un enfant biologique. En fait, moi, j'ai toujours su que j'étais adoptée. Il n'y en avait pas du tout dans mon entourage. J'étais la seule de ma famille qui a été adoptée. Pareil dans mes amis. Mais j'ai eu la chance de rencontrer une adoptée vietnamienne aussi, plus tard au collège. On n'a jamais discuté vraiment de ça. Et c'est plus tard, quand je suis vraiment arrivée dans les études supérieures, que là, je me suis posé la question. Enfin, je me suis demandé quel était mon sentiment, mes émotions vis-à-vis de cette adoption. Et grâce à l'œil des cigognes, j'ai pu avoir un flot
réponses et en même temps, je me suis confrontée également à des choses que je ne voulais pas connaître. Forcément, de se questionner là-dessus, ça permet de grandir et de se dire que c'est normal d'avoir des souffrances et des difficultés qui sont autres que les gens qui n'ont pas vécu ça, quoi. Et alors, je sais pas ce que tu en penses, mais pour vivre les deux sujets, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points communs au niveau des traumatismes vécus par les enfants adoptés et les enfants violés. Alors, ma question peut paraître abrupte, comme ça, je sais, mais parce qu'on peut se dire comment elle ose comparer une histoire, un parcours où un individu est accueilli, voilà, dans une nouvelle famille et l'autre vit une effroyable effraction dans son corps ou sur son corps. Je maintiens, je fais la comparaison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand bien même tu n'as pas vécu de viol pendant ton enfance, mais après, ce lien et ce parallèle que moi j'ai tendance à faire dans les souffrances qu'on vit ensuite en tant qu'adulte par rapport à ces sentiments d'abandon quand on a été adopté et d'autres souffrances quand on a été violé. Je pense que tout ça, ça a été mélangé après les événements, après avoir été violée, après avoir subi des viols, plutôt, je dirais. Pourquoi cette différence entre avoir été violé et avoir subi des viols? Avoir été violée, ça implique que moi, j'ai fait quelque chose, alors que avoir subi des viols, ça c'est ma psychologue qui m'a dit ça, et je trouve que c'est vachement bien. Avoir subi des viols, du coup, ça implique que c'est l'auteur qui t'impose quelque chose et pas toi qui étais là et que... Enfin, bref. D'accord, dans la première, tu participes dans la seconde... Ouais, tu n'as rien demandé, enfin, oui, une mini subtilité, j'ai été, comme on peut dire j'ai été au cinéma, j'ai été violée, c'est D'accord. pas... Et oui, ça sous-entend une action de ta part, voilà. Alors que l'autre, tu es passive. Voilà, c'est ça. Passive parce que tu ne peux rien faire, tu es dans la sidération, tu es passive pas au sens j'accepte. Ah, oui. Je préfère le préciser, oui. Ça va mieux en le disant. Voilà, je trouve que cette modification de phrase, elle est super importante. Elle a changé pas mal de choses d'ailleurs dans ma vision. Du coup, j'étais là, ah oui, je n'ai pas été, mais j'ai subi. Mais encore aujourd'hui, je fais l'erreur de dire j'ai été. Du coup, est-ce que là, est-ce que tu fais la part des choses entre les émotions ressenties, voilà, comme étant en lien avec ton adoption, et les émotions en lien avec ton corps? J'ai l'impression que c'est un peu comme des couches. Il y a ce socle un peu d'abandon de base, et ensuite, quand il y a eu ces viols, donc oui, ça a vraiment déstabilisé ce socle qui de base n'était pas très stable. En rajoutant une couche d'abandon et de rejet. Oui, ça a été mélangé, et ensuite, grâce à des thérapies, j'ai pu trier les deux aspects de ma vie. Donc, l'adoption, c'est quelque chose. Il y a des dysfonctionnements dans ma famille, et ça n'est pas du tout lié au fait d'être victime, parce que forcément, après les viols que j'ai subis, tout a changé dans ma vie. Ma manière de percevoir mon entourage, mes amis du coup, ma famille, les hommes. Et j'ai compris que voilà, ça c'était la partie viol. En gros, c'est classé, c'est pas à cause de mes blessures d'abandon. Quand bien même, franchement, il y a tellement de subtilités. Je trouve que le sentiment d'abandon, il peut être tellement fort que dans les relations amoureuses aussi, ça crée des dysfonctionnements. Donc en fait, j'avoue que je sais pas trop quoi répondre à ta question. Je posais la question parce que, par exemple, les points similaires en termes de souffrance que je trouve ont trait à l'amour, au besoin très fort d'être aimé. D'une part, ce besoin fort parce qu'on a ce sentiment d'avoir été abandonné, et d'autre part, quand on a été violé, ce besoin fort d'être aimé parce que tout a été perturbé, les liens ont été trahis. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Et c'est là où j'ai dû faire un gros travail sur moi, ce besoin d'être aimé et du coup ce besoin de plaire pour être accepté. Oui, là je comprends totalement. Donc oui, la réponse c'est que oui, il y a carrément un parallèle qui se fait entre ces deux abandons. Moi, depuis toute petite, je cherche l'amour de mes proches. Ça, c'est clair que j'ai besoin de preuves d'amour. J'ai besoin d'être très fusionnelle en amitié aussi. Mais aujourd'hui, je trouve que j'ai passé un cap et je me sens beaucoup mieux toute seule. Donc j'ai pas besoin des autres, mais avant vraiment j'avais besoin de cet amour constant. Quand j'ai subi ces viols, après oui, clairement j'étais
en totale désespérance. Enfin, je cherchais quelqu'un à qui me raccrocher. Donc, j'ai tout de suite été avec quelqu'un. J'ai enchaîné les relations. J'avais besoin de me sentir aimée et revalorisée parce que je me sentais salie, en fait. Donc, j'avais besoin qu'on me prouve le contraire, mais j'arrivais pas à me le dire moi-même. Bonhomme, mon putain, c'est moi! J'ai vu plusieurs films où en fait il y avait un garçon qui essayait d'embrasser une fille et au début elle le repoussait, donc elle lui disait non. Plus tard dans la soirée, il réessayait et cette fois-ci ça marchait. La fille l'embrassait. Je trouve ça assez dangereux parce que le garçon ne respecte pas le consentement de la fille. Elle lui a déjà dit non une fois. Si aujourd'hui un garçon de 14-15 ans essaye d'embrasser une fille, et ben dans sa tête, il va se dire qu'elle va changer d'avis. Et en fait, il a simplement à insister jusqu'à ce que ça fonctionne et jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Alors que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Est-ce que tu veux en parler ou est-ce que tu peux nous expliquer finalement le contexte d'où ces viols, comment est-ce qu'ils sont arrivés ou par qui ou voilà le contexte ou pas, c'est vraiment comme tu veux. Alors moi j'ai eu un souci en fait quand j'ai fait mon premier documentaire, j'avais parlé de cette histoire et l'auteur s'est reconnu, donc avait un peu protesté parce que c'est un homme. Il avait pris une avocate et il avait demandé à ce que j'enlève ma partie. Donc initialement dans Intérieur, je parlais de cet événement. Donc en fait là, ça je pense que je peux le dire, je suis en pleine procédure judiciaire et donc je pense pas pouvoir parler de détails vraiment. Mais tu es allée porter plainte? Oui, je suis allée porter plainte en mars 2020, mais les faits se sont passés du coup en 2017. Après je peux pas trop en dire plus, mais c'était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que j'estimais et qui était dans mon cercle proche, enfin. Et après, le contexte, j'ai pas trop envie d'en parler, mais un jour, si jamais c'est réglé, franchement, je veux bien t'en parler et tout, parce que cette histoire, elle me... T'as compris ? Donc là, ça veut dire que, comme on sait que dans 70% des cas, ça n'aboutit pas, et que des fois, ça prend des années avant qu'on soit au courant, t'es obligé d'attendre un truc qui potentiellement n'arrivera jamais pour pouvoir en parler. C'est fou, hein. Ça me met en colère, mais tu peux pas imaginer. Tu vois, j'ai un classeur noir là-bas, sur mon étagère, et c'est mes dossiers de plainte, enfin mes plaintes initiales. Je les garde ici, ça me saoule de les avoir ici, mais je sais pas combien d'années ça va rester là. Disons que avec cet homme, il y avait un projet professionnel, oui, en commun. Cette personne s'est servie de mes capacités d'écriture pour s'immiscer dans ma vie intime. Et quand j'ai rompu avec mon copain de l'époque, déjà il y a eu un baiser forcé et que j'ai pas maîtrisé, et ensuite il avait insisté à ma porte en tambourinant à 2h du matin parce qu'on avait l'habitude de se voir tard, donc ça c'est déjà étrange. Il n'y avait pas de cadre en fait. Je ne me sentais pas du tout à l'aise de mettre des limites, et ça c'est un signe qu'il y a quelque chose de malsain dans la relation, quoi. C'est ça, tu n'arrivais pas, c'était pas il me fait la cour. Bon, je sais pas si je veux ou pas, mais potentiellement oui. Mais c'est dans un cadre personnel, alors que là, à la base, le cadre est professionnel et qu'il est en train d'être éclaté et qu'à la base, c'est quelque chose que tu ne souhaites pas, éclater ce cadre professionnel. Exactement. Tu ne souhaites pas le mélanger avec ta vie intime et avoir une histoire, une relation. C'est quelque chose qu'à un moment donné, tu as pu lui dire, écoute, on bosse bien ensemble, mais je ne veux pas que ce soit plus. Point barre. Une fois, il y a eu aussi un geste très déplacé où il m'a donné une fessée, quoi, comme on peut dire dans le jargon, lors d'une sortie professionnelle aussi. Donc, bien qu'on ait bu un verre après, ça ne justifiait pas du tout ce geste déplacé. Et j'étais, bon, ça c'est le petit truc en plus, j'étais en couple à ce moment-là. Et donc, à la fois, je culpabilisais pour mon copain de l'époque, alors que moi, personnellement, j'ai juste subi la chose. Et lui, le lendemain, a fait comme si de rien n'était, bien sûr. Donc en fait, ça me mettait dans une position où, non, mais peut-être que j'en fais des caisses, c'est pas si grave. Donc en fait, il a immiscé ça au fur et à mesure des mois de travail. Au final, la violence ultime qui était le viol est passée comme ça, comme une lettre à la poste, dans mon cerveau en fait. Comme si il s'est autorisé lui-même à faire des petits gestes, voilà, un bisou forcé, enfin
Bref, je sais pas comment appeler ça parce que pour moi bisou c'est joli, donc non, c'est pas ça. Il y avait cet aspect, je joue le garçon bienveillant, je joue ton confident et à la fois je vais être le prédateur et celui qui va te casser et qui va aussi casser ton estime de toi. Enfin, à la fin de mes études, j'étais au plus mal. Je devais monter sur scène par exemple parce que du coup j'étais majeure de promo. Je devais faire un discours, j'avais juste envie que ça se termine. Je le voyais dans la salle, j'avais envie de mourir, vraiment. Et pareil, quand on a présenté le fameux projet, cette personne, il ne m'a pas conviée sur scène. J'étais à l'écart maintenant. J'avais été utilisée, j'avais été salie. Et en plus de ça, il fallait que je disparaisse. Faut pas que ça se sache. Parce que je l'avais confronté, je lui avais dit 1 an après, ce que j'ai vécu ce soir-là, j'estime que c'est un viol. Et il m'avait retourné le cerveau en disant qu'il était fier de moi d'avoir initié l'œil des cigognes. Donc qu'est-ce que ça vient faire ici ? J'étais talentueuse, que je trouvais certainement mes réponses. Donc en plus à jouer un peu le mec qui sait tout de ma psychologie et à dire que lui en faisait encore des cauchemars de cette soirée, que c'était affreux. Donc en fait à essayer d'être empathique vis-à-vis de lui. Il se faisait passer du coup pour la victime. Il en fait des cauchemars, il est suffisamment mal. Sa copine l'a quitté, mais pas pour cette raison, mais plein de choses qui retournaient contre lui. Et du coup, c'est ça qui a été difficile dans ma guérison. De me dire, mais peut-être que je lui ai fait du mal, alors que c'est moi de base qui vient juste pour le... C'est ça, c'est que lui n'a pas vécu une effraction dans son corps. Ouais. Il l'a commis. Ouais. Et il utilise le fonctionnement qu'il a fait subir à l'autre pour lui-même. Il se le réapproprie. Et comme cette technique n'avait pas marché et que j'ai fait mon projet intérieur, la deuxième fois, il était passé par quelqu'un en menaçant... ce projet intérieur devait être relayé sur un magazine, un webzine. Du coup, il en a été informé par je ne sais qui et il avait menacé la journaliste, que je connais très bien, en lui disant « Amandine ment, je ne comprends pas qu'elle salisse les femmes qui ont vraiment été victimes. » Donc, la première technique qui était d'être en semi-empathie avec moi en disant « Oui, moi aussi j'en fais des cauchemars », là c'est passé à des menaces. Donc tu vois vraiment le fonctionnement d'un manipulateur. Mais je suis assez contente du coup d'avoir appris à repérer ce genre de personnes. C'est la seule chose que je retiens de positif de ce truc horrible. Et pour le second viol, du coup, je l'ai subi 1 an après. Comme je t'ai dit, j'ai enchaîné les relations avec les garçons. Et je suis tombée sur un mec qui faisait de la musique, qui était un peu connu, et au début qui était très charmant, très délicat, mais aussi très oppressant. Et j'arrivais pas à dire non en fait à cette personne, parce que elle me renvoyait ce truc de pouvoir masculin, et ça me plaisait même pas en fait, mais là j'étais vraiment la victime. À ce moment-là, j'étais plus Amandine, j'étais une proie. Une proie, exactement. Alors que juste avant, je suis passée par des phases super étranges où, juste après le premier viol, j'étais dans la recherche de l'hypersexualité. J'avais besoin de reprendre, de retrouver mon corps, donc c'était à l'extrême, quoi. Et ensuite, sous l'inverse, je suis hyper fragile, déstabilisée, comme si... après un ouragan, tu vois que ta maison, elle est détruite, quoi. Il y a eu pas mal de fois, en fait, avec ce garçon, où j'ai accepté des choses que je ne voulais pas, mais je l'ai pas dit à voix haute. Tu l'as pas formulé. Non, j'arrivais pas. Donc, il avait pas de repère. Non. Il y a eu une fois où, du coup, cette personne, il a voulu faire quelque chose que je ne voulais pas, et là, vraiment, c'était tellement douloureux que je lui ai dit non, je ne veux pas. Il l'a quand même fait. Donc en fait, je pense que mes noms n'auraient jamais été entendus. Après bon, faut pas jeter la pierre, mais je pense que c'était pas une personne qui était empathique ou juste... voilà. Son discours c'était « je connais beaucoup les femmes, je sais tout faire, laisse-toi faire » quoi. Et c'était pour son plaisir, pas pour ses délires à lui, quoi. C'était pas un moment de partage sexuel à deux. Non, c'était lui qui décidait quand ça devait se passer. Une fois qu'il avait eu son orgasme, il y avait... il dormait, personne. En fait, il y avait plus personne. Et moi, du coup, j'étais même pas frustrée, j'étais triste d'avoir
Là, je me sentais sale, en fait. Encore une D'avoir fois. servi. Exactement. J'étais. Et d'avoir été servile. Ouais. Et cette personne, il y a un dépôt de plainte contre lui aussi ou... Non, j'ai pas la force. Non. Même si je pense que ce serait pas plus mal. Parce que j'en avais parlé du coup quand j'ai porté plainte contre l'autre personne. J'ai raconté ce qui s'était passé avec le deuxième garçon. Et une policière m'a dit « Ah mais là c'est vraiment un viol celui-là par contre ». Et elle avait dit « Pour le premier, franchement, moi j'estime que vous n'avez pas été violée ». Donc elle a posé un jugement et... Enfin, c'est atroce. En vrai, tout ce dépôt de plainte, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Ouais. C'est vraiment pas facile. Après, je pense qu'il y a vraiment une différence entre la manière dont un homme, enfin, ou un jeune homme interprète une situation de viol en cours et une femme. Une majorité peut-être de garçons ne sont pas au courant qu'est-ce qu'un viol, à quel moment je suis en train d'en perpétrer un. Ouais. Il y a un vrai problème éducationnel. Complètement. En tout cas, moi, j'essaye d'avoir ce genre de conversation avec mon fils parfois, parce que finalement, comment savoir, moi, en tant que parent, que je donne les bonnes informations à mon enfant pour que, dans sa relation avec une jeune femme, il soit à l'écoute et certain de pas être en effraction. C'est déjà bien que tu l'éduques là-dessus, que tu lui en parles. J'essaie. On a parfois des conversations. Bon, c'est pas forcément facile. Puis les jeunes, il va avoir 16 ans. Donc il a déjà eu des petites copines. Mais c'est hyper important. Et puis parce qu'aussi, les garçons se cherchent, mais tout comme les filles se cherchent. Donc de la même manière que les filles ne savent pas dire non, mais aussi parce qu'elles se cherchent, parce qu'elles essaient de comprendre et leurs désirs et leur corps. Ouais, il y a une différence avec ça. Tu peux très bien essayer parce que tu veux tenter quelque chose et puis au final ça t'a pas plu, mais t'étais très bien dans le moment. Enfin, t'étais à l'aise avec ton partenaire. Alors que si c'est imposé, là oui, ça passe de l'autre côté, quoi. Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Et aujourd'hui, je vous propose de vous donner quelques conseils à pratiquer pendant l'amour. Quand je dis pendant l'amour, peu importe que vous ayez des sentiments ou non, on s'en fout. Après tout, si vous avez envie d'une relation furtive, pourquoi pas, mais ça n'empêche pas d'être attentionné, d'avoir un petit peu de bienveillance et de respect envers l'autre. Alors, conseil numéro 1, ne pas vous forcer à faire quelque chose où vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous n'êtes obligé de rien, vous n'avez pas de compte à rendre, vous n'avez rien à prouver, que vous soyez un homme ou une femme. N'oubliez pas qu'avoir un rapport sexuel, c'est avant tout prendre du plaisir, être dans l'échange. Je trouve que quand on apprend aux jeunes filles qu'elles vont avoir un copain, on leur dit pas vous allez pouvoir vous épanouir sexuellement, vous allez découvrir les orgasmes, vous allez peut-être coucher avec des femmes. On leur dit le prince charmant arrive, il va tout faire et vous allez rester en étoile en fait. Enfin, ça va être. Il y a un vrai problème d'éducation sexuelle. Ouais. Et quand j'entends par exemple des podcasts aujourd'hui sur l'éveil sexuel des femmes, notamment un podcast qui s'appelle Entre nos lèvres que tu connais. Mais on se rend compte que ça n'est pas du tout le truc des Disney et des machins. Et arrêtons du coup de faire des films américains là-dessus ou des films français sur l'ambiguïté. Oui, non, elle veut pas, mais du coup, c'est sexy quand une femme veut pas. Non. En tout cas, l'approche d'une sexualité plutôt claire et en lien avec la réalité n'empêche pas le fantasme, n'empêche pas le désir du prince charmant, n'empêche pas le romantisme. Oui. Donc je pense plus on est proche de la réalité et de dire oui, la sexualité existe avec la découverte de l'amour. Mais oui, la sexualité existe aussi sans découvrir l'amour, sans être amoureux, mais en découvrant son corps et celui de l'autre, en étant dans l'échange et le partage de cette découverte, pas forcément en étant amoureux, en ayant des sentiments amoureux pour l'autre. Oui, ça existe aussi, et c'est pas mal ou sale. Je veux dire, après c'est toute l'éducation religieuse et toute la culture religieuse, quelle qu'elle soit, qu'il y a derrière. Il y a toutes sortes de sexualités, il y a pas forcément de sentiments amoureux dans la sexualité. L'un n'empêche pas l'autre, que les deux existent, qu'on peut les découvrir dans sa vie, en fait, vivre ces deux formes, et puis j'en oublie plein d'autres, et qu'avant tout, c'est l'écoute et de l'autre et de soi qui est importante et qui devrait primer.
Mais ça s'appelle un monde parfait. Mais Ouais. je suis pas sûre que ça existe un jour. Du coup, en surface aussi, donner la possibilité aux femmes d'être plus coquines, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, ça change maintenant. On en parle beaucoup plus du désir féminin. D'exprimer leur désir. Oui, voilà. Donc, c'était caché pendant des années. Bien sûr. Elle était juste là, elle attendait que ça se passe, quoi. Celles qui ne les cachent pas, qui ne les répriment pas, sont des salopes ou des prostituées. Voilà. Ou on en a encore là, c'est vrai qu'on en a encore là. Ou des artistes. Mais absolument pas une femme lambda. Et le jugement de valeur, et donc être une salope, les moments où j'ai les hormones qui remontent, et donc du désir et de l'envie sexuelle, et puis une semaine après être une frigide parce que mes hormones ont chuté, que SPM, je vais avoir mes règles, SPM, etc. Non, c'est juste biologique, physiologique, et effectivement en partie psychologique parce que les hormones influent sur cet aspect de notre personne, mais non, je suis pas une salope parce que je vais avoir envie de mon compagnon ou de ma compagne. Non, c'est juste ridicule. Ouais, c'est censé être beau, quoi, de désirer l'autre. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu mets en place pour dépasser ce sentiment, voire ces angoisses de mort qui prennent aux tripes? Est-ce que tu as des tips à donner aux jeunes femmes ou aux hommes qui se retrouveraient dans tes propos? En gros, comment gères-tu tes peurs et tes angoisses maintenant? Bah, si tu veux que je te donne des petits exemples d'angoisse du passé, avec mon carnet journal intime. Là, c'est du coup la première page de ce carnet, c'est en février 2018. Et donc, moi, j'ai subi le viol en 2017. La première phrase, c'est « J'aimerais être capable d'être toute seule, célibataire, qui s'en fout des mecs, qui s'en fout, ou plutôt qui n'a pas envie de coucher avec quelqu'un. » Donc on sent que déjà, la première phrase, c'est la sexualité. Et je sais que ça a été chamboulé, mais à un point... Voilà. Depuis que je ne suis plus avec le garçon avec qui j'étais à l'époque, c'est devenu un tourbillon, un vacarme sans fond ni forme. Je vais tout écrire, du début. Marrant de raconter la fin d'une histoire en parlant de ça comme un début. Le 18 novembre, j'ai écrit à mon copain de l'époque en lui disant que j'aimerais être un peu seule, prendre du temps pour moi, le temps d'un week-end. Après, je raconte... toute la mise en place de la manipulation, etc. de ce mec. J'étais en stage à cette époque avec 2 scénaristes, Adrien et Mathieu, et ils m'avaient conseillé de faire les 3 pages du matin de Julia Cameron. Du coup, je m'étais dit, allez, vas-y, je vais être scénariste, donc je vais écrire les 3 pages du matin. Au final, ça m'a aidé à mettre à plat tout ce que je ressentais vis-à-vis de cette agression. Au début, j'arrivais pas à dire que ça allait pas bien, donc je disais vite fait, j'ai une boule dans le ventre, tu vois, tous les matins j'écris que j'ai une boule dans le ventre, et puis après je dis bon, bah ça va, parce que je vais faire du shopping avec Clément, donc j'arrivais pas à me poser avec mes émotions, quoi. C'est étrange, je me sens très souvent creuse et vidée, alors que j'ai vraiment tout pour me sentir heureuse. Nouvel appartement, un projet qui fonctionne, etc. Face it, voilà ce qui me trotte dans la tête, le mot face, qui considère un aplat des choses. Je suis gentille, je fais des machines à laver, je fais la cuisine. Là, je veux pas le dire parce que c'est très vulgaire. En gros, je parle de rapport sexuel, donc je fais l'amour, on va dire. Ça n'est pas normal que je me remette en question. Ça n'est pas normal d'être oppressée. Aujourd'hui, on ne sort pas, je suis fatiguée. Aujourd'hui, on ne fait pas l'amour car je n'en ai pas envie. Là, ce que je ressens, c'est de la colère. Je veux voir une personne, je veux rencontrer une autre, et sa copine aussi. Je veux sortir dans Paris avec une amie. Je veux de l'aventure. J'estime ne pas demander l'impossible. Je ne suis pas si exigeante que ça. Je ne suis pas constamment en train de quémander pour des rapports sexuels. Ouais, là, j'étais dans ma phase consommation, où tout est chamboulé et t'as l'impression d'être qu'une machine à sexe, quoi. À une époque, je supplie. Moi, c'est vraiment chaud. Parce que tu veux te quoi. Réapproprier cette démarche en disant c'est moi qui décide, puisque c'est mon corps, c'est mon droit, et non pas je subis. Mais j'ai eu peur de devenir agresseur à mon tour. De me dire, est-ce que c'est vraiment mon désir ou c'est celui de l'autre? Ça, vraiment... Et au niveau des tips, d'idées pour là, dépasser... Dans l'autre carnet qui est tout récent, j'avais fait... Bon, déjà aussi, je raconte cette énorme boule dans la gorge, etc. Je mettais à plat que ça n'allait pas trop. C'était au début du confinement, donc je me sentais mal. Et là, du coup, j'avais fait une petite liste de toutes les choses qui pouvaient me faire du bien.
Donc sport d'intérieur, lecture, cuisine, dessin, bricolage et réparation. Ça, je me suis trouvé une passion pour le bricolage, tu vois, faire des meubles et tout. Le montage, du coup, tous les projets en cours, d'écriture. Le fait d'aller voir des professionnels de la santé à la Maison des Femmes, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis sentie vraiment bien accueillie. Les femmes savaient, enfin les professionnels savaient pourquoi je venais. T'avais pas besoin de dire, bon, c'est un peu particulier, j'ai été violée. Non, t'as été accueillie dans une bienveillance vraiment profonde, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de rendez-vous. Moi, j'avais besoin d'un suivi limite toutes les semaines et j'avais des rendez-vous toutes les 3 semaines. Mais du coup, j'avais rencontré une sage-femme qui s'appelle Pauline, qui était vraiment adorable, et 2 psychologues, une qui s'appelle Ornella et une autre qui s'appelle Stéphanie, qui m'ont beaucoup aidée dans mon chemin du coup de guérison. J'ai un peu tout fait pendant cette période. Je suis allée à un groupe de parole de femmes victimes de viol, et il y avait que des femmes de 50 ans. Donc ça m'a fait mal de voir que en fait même à 50 ans, tu peux être dans un état pas possible à cause de ce que tu as vécu. Et des histoires de vie horribles. Cet esprit de sororité m'a fait quand même du bien. Il y a une énergie vraiment très bizarre qui se passe, enfin qui émane de ces endroits. Même si c'est pas forcément positif, ça m'a quand même fait du bien. Ensuite, j'ai marqué shopping, parce que moi, quand je vais pas bien, j'aime bien faire les boutiques. Revoir des films, écouter des musiques qui me font du bien, faire des playlists carrément de musique positive et même avec des paroles qui sont prenantes et qui font du bien, quoi. Les amis, très important. Juste prendre un café, même si t'as vraiment envie de pleurer et de ne pas du tout parler, bah juste de voir des amis, de voir leur petit visage, ça fait du bien. Si on en a la possibilité, je sais que changer de cadre, ça fait du bien. Prendre soin de soi, de sa peau, de son corps, être douce avec soi-même. Et après, les podcasts audio. Non, mais vraiment, je l'ai pas écrit, mais je l'ai écrit dans ma petite liste sur mon téléphone. Ça m'a vraiment fait du bien aussi d'entendre des femmes qui ont vécu la même chose. Donc peut-être qu'on n'a pas toutes envie d'écouter, ou toutes et tous envie d'écouter des récits encore de viol, etc. Mais dans mon cas, ça m'a vraiment fait du bien de me dire « Ah bah c'est normal ce que je ressens. J'en suis à cette étape de ce deuil, en fait. Et je vais aller mieux. » Et du coup, rester dans le faux est arrivé vraiment à la fin de cette thérapie que je m'étais faite moi-même. Enfin, c'est pas moi-même, parce qu'il y a eu des psys et tout. Et ça m'a redonné de la force. Donc ça vient dans tes questions après, mais ça m'a fait trop du bien. Les psys, c'est quel genre de psy ? Alors du coup, il y a eu les psys de la Maison des Femmes. Et ensuite, comme j'avais besoin d'un suivi plus intense, je suis allée voir psychologue et art-thérapeute spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de violences. Et ça, c'est mon avocate qui me l'a conseillé. Et vraiment, elle est super. Être indulgente avec soi-même et ne pas faire ce que je ne peux pas. Et en me disant que cet état léthargique que je peux avoir n'est que temporaire. Et à contrario, parfois tout lâcher quand ça ne va pas. Donc accepter du coup les émotions. Les accueillir. Je pense avoir laissé mon corps sous son emprise. J'ai laissé mon corps à mon ex. J'ai perdu très vite beaucoup de poids, 20 kilos à 13 ans. Finalement, mes 20 kilos ont toujours été là, dans ma tête. J'ai laissé mon corps dans toutes ces nuits. J'aimerais parler du coup de la sublimation. Donc là, il y a tout ce que tu as mis en place pour dépasser, affronter ce vécu et ces traumatismes par différentes thérapies, de l'écoute, de l'attention vis-à-vis de toi-même. Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde la sublimation dans laquelle tu évolues actuellement. Est-ce qu'elle est porteuse d'espoir ? D'ailleurs, qu'est-ce que l'espoir pour toi ? Est-ce que tu en as ? Parce que c'est une notion que j'ai découverte très tard, mais je peux certifier qu'elle existe bel et bien, et j'invite chacun et chacune à y croire. D'ailleurs, il y a de l'espoir. Tu en penses quoi ? Moi, je pense que oui, c'est moteur de toute une vie d'avoir de l'espoir. S'il n'y a pas d'espoir, bah tu n'as pas vraiment de but de t'améliorer ou d'aller vers les choses qui te donnent envie. Envie de quoi ? Bah de tout, de qui tu veux être, parce qu'on est constamment en train de changer et d'apprendre, et du coup, s'il n'y a pas d'espoir, et ben tu restes dans ton petit environnement, tu t'encroutes quoi.
Et moi, je l'ai perdu un moment, je pense, l'espoir, quand j'allais pas bien, juste avant qu'on se rencontre. Franchement, ça n'allait pas du tout. Et j'ai fait une TS en prenant des médicaments. Donc là, j'ai compris la notion d'espoir, du coup, parce que là, il était perdu, elle était complètement ailleurs. Je ne l'avais plus en ma possession. Et quand je l'ai retrouvée, ça a été comme une petite chaleur intérieure qui est revenue avec ce goût de vivre, cette envie d'être intense. Je dirais pas que c'est la lumière au bout du tunnel, mais c'est plutôt la lumière qui vient en toi. La lumière intérieure. Ouais, la lumière intérieure. Pour moi, c'est ça l'espoir. Ce qui te fait avancer, ce qui te fait aimer, ce qui te donne envie de toujours être meilleur, enfin, selon tes propres critères. Ouais, peut-être que c'est ça. J'y ai pas trop réfléchi. Ouais. Toi, c'est quoi pour toi l'espoir? Mais moi, je le voyais pas comme ça. Alors que cette lumière intérieure, elle m'a portée. Elle m'a aidée, mais elle se traduit aussi à travers Bernard et ses différents sens que j'ai, et capacités, on va dire. Mais je ne comprenais pas cette notion d'espoir ou ce besoin d'espérer dans la vie, d'abord parce que j'étais quand même en survie et que il me semble que je faisais un lien entre espoir et faiblesse. Et c'est quand j'ai été confrontée à la vie au moment présent, après mon divorce, quand je me suis mise à vivre sur le moment présent parce qu'il n'y avait strictement rien d'autre, même pas les 10 minutes après, j'ai compris tout doucement, petit à petit, ce qu'était l'espoir. En réalisant des petites choses de plus en plus, ou juste te dire que tu étais vivante dans cet instant. Voilà. J'étais vivante dans cet instant et que ça, c'était formidable. Et j'ai saisi la notion d'espoir à ce moment-là. Ouais, c'est drôle parce que ça peut t'envahir d'un coup quand tu t'y attends le moins, quoi. T'es juste en train de boire un thé, par exemple. Et là, t'as conscience que t'as un corps qui fonctionne, que tu vas pouvoir faire des choses demain et après-demain encore mieux. Ça m'envahit. Ouais, exactement. Je trouve que ça vient d'un coup. C'est pas juste aujourd'hui je vais un peu mieux et demain, enfin, comme une petite révélation, quoi. Quand tu es prête à dépasser tes traumatismes. C'est ça. Ça se confirme, ou en tout cas moi, ça s'est confirmé en fait quand j'ai fait ma séance, qui n'était pas du tout prévue d'ailleurs, avec Marthe Vertueux, la séance de Rebirth, ce travail sur le souffle, où j'ai pu aller à la rencontre de la petite fille que j'étais, où j'ai réincarné cette petite fille, et où là c'est bon, de toute façon j'étais réunie, je ne faisais plus qu'une, donc voilà, cet espoir était... il y a toujours de l'espoir dans la vie. Puis peut-être que l'espoir, il naît de tout ce que tu vois au quotidien. Enfin, il se met en place par des petites choses. Si tu vois un enfant dans une poussette avec sa maman, des moments de vie, quoi. Et tu te dis, bah ouais, en fait, il y a des belles choses, finalement. Quand on apprend à vivre dans le moment présent, on savoure ce genre de simplicité. Oui. Mais peut-être qu'il faut toucher le fond pour se rendre compte de la beauté. Lorsque j'avais ton âge, j'étais comme bloquée. Ou en tout cas, je me vivais comme anormale et incomprise, là où en fait je n'étais qu'une hypersensible, une empathique, certes une ancienne victime, mais aussi en chemin vers la résilience. Et aujourd'hui, je me sens affranchie de mon passé. Et qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'affranchissement? Est-ce que le simple fait d'en parler te semble prometteur d'une vie plus sereine, plus en paix avec toi-même? Oui, oui, du coup, c'est très lié à l'espoir. Évidemment que ça me porte. Et du coup, j'ai comme un objectif à me dire, vu que tous les jours, tu te sens de mieux en mieux, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et au contraire, je vais être épanouie un jour. Je vais rencontrer quelqu'un que j'aimerais ou quelqu'une. Et... je veux m'affranchir de tout ça. Je veux pas être simplement une résiliente comme tu l'as été. Je veux être aussi bien et aussi sereine que toi tu peux l'être aujourd'hui. Et j'espère que j'y arriverai. Mais je pense. Amandine, qu'est-ce que cela veut dire pour toi rester dans son flot? Rester dans son flow, pour moi, ça peut être comme un ajustement de ses capacités et des envies du moment.
Ça peut aussi vouloir dire s'accrocher au positif pour qu'ensuite celui-ci revienne automatiquement, un peu forcer le positif, quoi. Le mot rester, il me fait penser au fait de continuer d'y croire, donc l'espoir du coup. Je dirais qu'aussi c'est un peu garder son essence, même quand on a l'impression de perdre pied. Rester dans le flow, ça peut être aussi être le fait de savourer les petits détails du quotidien du coup, et les considérer comme le plus précieux des cadeaux. Du coup, je suis d'accord avec toi dans le fait de dire qu'on est dans le présent, quoi. Ça peut être aussi regarder le monde qui nous entoure, tout simplement, et ne plus être centré sur ce qui va mal. Voilà ce que j'avais écrit dans le métro. Et aujourd'hui, je dirais que c'est être aligné. Rester dans son flow, c'est réussir à s'aligner à nouveau. Mais avec différents fonctionnements, du coup, t'es plus la même personne qu'avant tes traumatismes, mais tu trouves comme un nouveau socle et comme des aimants, tu vois, que tu imbriques l'un après l'autre. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais tu crées ton alignement avec ta nouvelle façon de te voir et que tu sais que tu es forte. Voilà, rester dans le flow. Merci Amandine. Merci à toi. Avec Flo, le podcast d'entretien intime, gai et combattant pour toutes celles et ceux qui veulent dépasser les obstacles de vie, découvrir le flow de la vie. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résilientes et contribuerez à redonner de l'espoir.